Plusieurs vont poser des questions après. D'accord? C'est bien? Oui, oui, Ça va? Alors, j'ai l'honneur de vous présenter deux grands écrivains francophones qui captivent le lecteur par leur style, les conflits qu'ils mettent en scène et la profondeur de leur réflexion. Ils varient leur production pour offrir des œuvres auxquelles tout individu, quelle que soit son origine nationale, peut facilement s'identifier. Le premier, c'est Tierno Monemembo du côté droit. À droite. De son vrai nom, Tierno Saïno Diallo, Tierno Monemembo est né le 21 juillet 1947 à Komedaka en Guinée. Exilé de son pays en 1969 pour fuir la dictature de Sékou Touré, il vit successivement au Sénégal et en Côte d'Ivoire avant de gagner la France en 1973. Il publie son premier roman en 1979, tout en préparant une thèse de biochimie, discipline qu'il enseignera ensuite en Algérie, au Maroc et en Normandie. Il a publié à ce jour une dizaine de romans, tous publiés aux éditions du Seuil et une pièce de théâtre. L'Afrique et la culture peul demeurent le sujet de prédilection de ses romans, comme en témoigne Peul, publié en 2004, ou Le Roi de Kaël, paru en 2008, qui obtient le prix Renaudot. Son livre, Le terroriste noir, est aussi lauréat du Grand Prix du roman métis 2012. C'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Le deuxième écrivain, Windsor Kleber Laperrière, connu sous le pseudonyme de Dany Laperrière, est né à Port-au-Prince, en Haïti, le 13 avril 1950. En juin 1976, quand son ami journaliste Gassner Raymond est assassiné par les tontons Macoutes, il quitte de manière précipitée Haïti pour Montréal. C'est en exil qu'il écrit son premier roman intitulé « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », qui lui donne une visibilité immédiate dans les médias et qui sera adapté pour le cinéma par Jacques Benoît en 1980. Il enchaîne alors les romans, parmi lesquels Le goût des jeunes filles en fleurs, des jeunes filles en 1992 et La chair du maître en 1997. Exil, la mémoire, l'identité et les relations entre les générations sont des thèmes fréquents dans son œuvre. Dany a publié 20 livres et a reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix Médicis 2009 pour son roman intitulé L'énigme du retour, que nous lisons cette semaine. Parallèlement à ses activités littéraires, Dany Laperrière mène une carrière de journaliste et de chroniqueur, tout en faisant quelques apparitions à la télévision et au cinéma. Il a écrit le scénario et réalisé Comment conquérir l'Amérique en une nuit, qui a été primé au Festival des films du monde. Nous sommes ravis qu'il soit avec nous cet après-midi. Alors, pour commencer, je vais poser deux questions générales et je donnerai la parole au modérateur Vermont, et comme ça il pourra lui aussi poser des questions. Ma première question pour vous, c'est, je sais que vous avez connu l'exil. Pouvez-vous parler un peu des avantages et des inconvénients de l'exil? Je veux dire, quand vous quittez vos pays, votre pays, vous manquez, il y a quelque chose qui vous manque.
la famille par exemple, les amis. Mais arrivé aussi à l'étranger, il y a aussi d'autres opportunités. Il y a de nouvelles rencontres. Pouvez-vous partager avec nous vos expériences? Moi, je pense qu'au début, c'est une douleur. On pense au tout belle, oui, la famille, etc. Et à la fin, c'est une chance. On perd le pays, on gagne le monde entier. Et c'est le bilan que je fais ici, il faut faire le bilan. Mais les choses ne sont pas si simples. La notion de désir n'est pas facile à définir. On a dit la dernière fois dans la conférence que ce ne sont pas ceux qui sont partis qui sont désirés, ce sont ceux qui sont restés. Et ceci est très vrai dans des pays comme Haïti et la Guinée, où la vie à l'intérieur est un enfer permanent, puisque ce sont des policiers, effectivement policiers. Donc le fait de partir, c'est quand même c'est un peu se libérer. Et je suis certain d'une chose, c'est que par exemple, moi je n'aurais certainement pas écrit de roman si je n'avais pas été en exil. Je n'avais aucune intention de devenir ça ne m'intéressait pas du tout. J'aimais lire. Si j'écrivais des petits livres, des petits cahiers de contes que ma grand-mère racontait, mais c'est juste pour m'amuser dans le livre. C'est des petites copies, des trucs comme ça n'a pas de sens. Et c'est un exil que je suis devenu. C'est l'exil qui a fait de moi. C'est la solitude à Lyon, à un moment où vraiment la Guinée vit une répulsion féroce. À chaque fois que j'ouvrais la radio ou que je regardais la télévision, il y avait une personnalité guinéenne, un voisin, un parent qui avait été arrêté exécutivement. Et un beau jour, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire. J'avais acheté une cahier qu'il devait recevoir pour diriger le chimie organique. C'est dans ce cahier-là que j'ai écrit mon premier roman. Les premières pages sont remplies de formules de benzène. Vraiment, je n'avais pas du tout l'intention de devenir un écrivain, ce n'est pas mon ambition. J'étais d'être le plus sanguine du monde. J'ai ramassé ça un peu, j'ai redonné, j'ai mis à la poste. Par chance, les éditions du CNL leur adresse dans le livre. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai envoyé là à 2 autres maisons d'édition, beaucoup moins importantes, mais c'est le seul qui m'a répondu le premier. Il me dit, s'il vous plaît, commencez par retaper votre texte parce qu'on n'avait pas lu. C'était la première fois que tu tapais à la machine. Quand tu tapais un T, c'était un T qui sortait. Quand tu tapais un S, c'est 5 R qui sortait. C'était absolument invisible. Donc, j'ai très beau, mais j'avais pris une secrétaire qui m'a tapé ça, j'ai envoyé. C'est tombé sur le bureau d'un monsieur qui était très important à cette époque, François Bastide, qui a créé cette émission qui s'appelle Masquer la plume à France Inter, qui était conseiller au seul. Il a lu le livre, il dit bon, il faut réorganiser, il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. C'était mon premier roman. Et voilà, j'ai réorganisé comme il a voulu, il a publié, c'est ainsi que j'ai lu. À une période que j'ai fait 6 ans après le roman. Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Oh, oui. Merci Thierno. Et vous avez parlé des avantages et des désavantages de l'exil. Le problème de l'écrivain, c'est qu'il se nourrit de désavantages. Les avantages, c'est bon pour moi, mais ça ne nourrit pas une œuvre. Alors, les désavantages, Thierno l'a bien dit, c'est l'angoisse, la solitude et de la coupure avec le milieu. Mais au début, on n'est pas en exil. D'abord, l'exil, c'est le temps. C'est une affaire sur le temps. C'est pas parce qu'on n'est pas dans son pays qu'on est en exil. C'est se réveiller un jour comme ça et voir que le temps a passé et que malgré le fait qu'on est rusé avec ce temps qui passe, il y a quand même qu'on a perdu ses témoins. Parce que nous, les humains, nous avons des gens qui cheminent avec nous depuis l'enfance, qui sont nos témoins, qui nous permettent, même émotionnellement, de savoir où nous sommes dans le monde. Il y a des témoins. Et ensuite, il y a d'autre part des gens que l'on rencontre. Et quelqu'un voudrait dire quelque chose? J'ai entendu. Il y a des gens que l'on rencontre dans la vie à qui on peut raconter toutes sortes d'histoires. Et ça c'est autre chose. Mais les témoins, ce sont des gens à qui on ne peut pas raconter d'histoire dans la vie. Et si on perd tous ces témoins-là, et on perd la candeur, on perd l'enfance, on perd aussi le fait qu'on est né pour être un enfant toute sa vie. Et il y a des gens qui sont plus âgés que vous, pas seulement qu'ils ont plus d'âge,
mais parce qu'ils vous ont connu enfant. Tout ça. Je crois que c'est à un moment donné, un matin, ça peut vous frapper comme ça, et vous êtes en exil parce que vous avez perdu toute cette partie de votre vie. Mais il faut la recréer. Et là, pour un écrivain, c'est du gâteau. Et cette tristesse, il faut prendre distance avec. Il faut essayer de lui donner une place dans votre travail d'écrivain. Et reformuler, redessiner tous ces visages qui nous ont un peu, disons, tissés, et les redessiner sur nos petits cahiers. Et Thierno a raconté son cahier de Benzen. Et d'ailleurs, un jour, il écrira, c'est les mémoires de Benzen. Et donc, redessiner tous ces visages-là, et tout doucement, et durant les journées d'hiver, ça aide, et c'est l'avantage de l'exil. L'autre avantage de l'exil, je peux dire aussi, c'est qu'on a perdu d'un coup tous nos ennemis. Brusquement, je n'ai plus de tonton Macoute que je croise au coin de la rue. Et puis nos créanciers aussi. C'est brusquement, on est de l'autre côté. On est de l'autre côté. Et il y a quelques... Enfin, je vais m'arrêter là pour permettre à d'autres questions. Voilà. Les désavantages font nos avantages. Merci beaucoup pour les réponses. Et maintenant, je voudrais poser une question concernant Haïti, et spécialement à Dany Laferrière. Je sais que vous étiez en Haïti durant le tremblement de terre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez vécu, premièrement, et deuxièmement, juste après le tremblement de terre, il y avait un pasteur qui a fait une déclaration. Il a dit que si Haïti se trouve dans cette situation, c'est parce que les esclaves, durant la Révolution, ils ont fait une cérémonie, la cérémonie du bois caïman. Et ils ont fait un pacte avec le diable. Et sa conclusion, c'est que Haïti est un pays maudit. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas, vous savez, Borges, mon écrivain préféré, disait toujours, à propos des gens qui, voilà quelqu'un dont je ne veux pas me rappeler de son nom. On n'est pas obligé de relayer, ni même de discuter certaines choses. Et je pense qu'on a le droit démocratique de dire des stupidités, mais nous avons aussi le droit aussi de ne pas les entendre. Quand on m'a posé cette question, je me souviens, c'était 3 ou 4 jours après le séisme, j'avais répondu, on ne peut pas... Enfin, bien sûr, beaucoup de gens étaient très fâchés, et étonnamment, il y en a qui restent encore fâchés que Haïti soit devenu un pays indépendant. Et il y a 2 arguments. Ils disent Haïti est si pauvre, et sa cavalcade durant les 2 siècles qui ont suivi l'indépendance est si désastreuse, et que à quoi bon être indépendant? À cette question, à cette interrogation, qui parfois peut être gentiment faite, et je réponds, la question n'est pas là. Un esclave a le devoir de se rendre libre. Et donc, ce que le pays est devenu après, et c'est une autre discussion. Parce qu'on parle de situations extravagantes. Les gens, on a vu le soleil, je ne sais pas si vous l'avez chez vous, mais nous, on a une canicule magnifique d'ailleurs au Vermont en ce moment. Et imaginez, quand il fait très chaud, et comme ça, être obligé de travailler 12 heures, et sous une chaleur pareille, un dur labeur, et que ce soit votre vie. Et donc c'est normal que les gens finalement aient choisi de faire la guerre ou de devenir indépendants. Et donc on ne peut pas quand même leur reprocher cela. Vous savez, j'étais en France au Fort de Joux, et là où le général Toussaint Louverture, qui est le précurseur de l'indépendance d'Haïti, c'est-à-dire celui qui est arrivé, il a été arrêté en 1802, on a été indépendant en 1804. C'était un ancien esclave qui est devenu général en chef des armées françaises en Haïti, gouverneur général de l'île. Il a fait une constitution sous l'esclavage, pendant l'esclavage, donc on a affaire à un des esprits les plus puissants de tous les temps. Eh bien,
Et le type qui est conservateur au fort de jour m'a dit que l'indépendance d'Haïti était un acte illégal. Je lui ai demandé est-ce que l'esclavage est quelque chose de légal pour que devenir indépendant soit. Ça veut dire que ce débat continue encore. C'est incroyable. La réponse d'Haïti à cette gifle qu'a été l'esclavage continue encore à susciter des débats dans l'esprit des gens. Et voilà une des réponses au moment du séisme, quand la planète entière, suffoquée par une émotion terrible, on l'a vu, tout le monde était pris par cette émotion-là, quand la planète entière était émue devant cette situation-là, et voilà ce pasteur américain qui dit que Haïti méritait cela parce qu'il a été indépendant. Il a fait un pacte avec le diable pour être indépendant, mais le diable, vous savez, parlons-en. Je m'y connais un peu puisque je viens de ce pays où l'on fait des pactes avec le diable. Cocteau disait que c'est le diable qui a fait connaître le bon Dieu dans le grand public. Parce que s'il n'y avait pas de diable, on ne serait pas intéressé à Dieu. Il n'a pas de temple. Et Dieu a été obligé d'avoir beaucoup de temples pour être connu. Le diable, il est dans toutes les cultures populaires. Alors ce diable-là, moi je préfère faire un pacte avec lui pour être indépendant que faire un pacte avec lui pour avoir de l'argent. Parce que c'est ça, hein, c'est beaucoup chez les pasteurs. Bon voilà, vous voyez, j'ai trop longuement répondu en disant d'abord que je ne voulais pas répondre. Pour le séisme lui-même, je vais répondre plutôt en réponse à ce qu'il disait, à l'émotion qui a saisi la planète entière. Et je crois que cette émotion-là, tout le monde se pose la question, pourquoi Haïti était resté tant? C'est 27 000 km². C'est maintenant 8 millions d'habitants, c'est une poussière. Haïti est une île, même pas une île, la moitié d'une île qu'elle partage avec la République dominicaine. Pourquoi le départ, par exemple, de Jean-Claude Duvalier en exil avait suscité tant d'intérêt, la presse internationale y était? Moi, je crois profondément que précisément c'est à cause de l'indépendance. Et quand les esclaves, après 300 ans de dépendance, d'esclavage, ont pris l'indépendance, je crois que ça fait partie d'une victoire de l'humaine condition, de tous les humains. Tous les gens se sont dit, donc, si on a mis un peuple 300 ans en esclavage et qu'il n'a jamais été en esclavage dans sa tête, parce que l'esclavage est une condition éternelle pour celui qui vous met en esclavage. Le code noir de Napoléon disait, le nègre est un bien meuble. Ça veut dire qu'on a chosifié cet individu. Et lui, il n'a jamais cru cela. Il pensait qu'il est passé un mauvais quart d'heure, tout simplement. Et c'est cela qui lui a fait, disons, gagner cette indépendance-là. Donc la planète entière, si à chaque fois qu'Haïti a un problème politique, économique, social ou même une catastrophe, est saisie par tant d'émotions, c'est parce que Haïti représente le témoin de quelque chose qui fait partie d'une victoire définitive de l'humaine condition. On ne peut pas mettre les humains en esclavage, même pendant 300 ans. Ils finissent toujours par se libérer. Si c'est avec l'aide du diable, eh bien, une fois au moins, bravo pour le diable. Merci beaucoup pour la réponse. Maintenant, je vais donner la parole à l'intervenant du gouvernement et voir s'il y a des questions, s'il veut poser des questions ou si les étudiants de l'autre côté veulent aussi poser des questions. Bon, l'intervenant va donc prendre la parole. Donc, je vais prendre les choses par le petit bout si vous voulez bien. Rappeler que cette table ronde est faite de deux monstres sacrés de la littérature. Je pèse bien le mot, puisque j'ai autour de moi 35 romans, 11 à ma gauche et 24 à ma droite. J'ai également autour de moi un prix Renaudot à ma gauche et un prix Médicis à ma droite. Je crois qu'en fait, l'école française ne peut pas demander mieux. Et qu'au fond, ces deux prix littéraires pèsent de leur poids, j'ose le dire, dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'ils appartiennent tous les deux à deux pays qui, l'un comme l'autre, ont marqué de leur évolution l'histoire des relations entre la France et les pays francophones. À ma droite, c'est Haïti, 1803-1804, l'indépendance de la première République noire, et à ma gauche, c'est le seul pays d'Afrique noire qui a dit non à De Gaulle en 1958, au moment justement du référendum. Et donc, je pense que ces éléments méritaient d'être rappelés. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Haïti et la Guinée ont tous les deux exactement la même histoire des pouvoirs
des rapports avec la France. Et donc, je vais demander à l'un et à l'autre de parler chacun du pays de l'autre. Donc, je vais demander à Tiens Monolego de parler de Haïti, et je vais demander effectivement à Daïla Faria de parler de la Guinée. Voilà. Donc, je vais commencer par Pierre. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de chance. C'est raison. Haïti est mis à mal très tôt. Le mythe de l'indépendance, déjà. Je pense que des figures comme que c'est l'ouverture des États-Unis et autres sont les plus que marquées tous les jeunes Africains de mon âge. Nous avons besoin de père. Nous avons besoin de père, et cette clé ne peut pas suffire. Il fallait d'autres pères. Et ça, c'était des pères sûrs, certains disent. En plus, très vite, je pense que l'un des tout premiers livres que j'ai lu, en tout cas que j'ai terminé, c'est Je venais de la Moselle du Japon. J'ai très vite lu Stéphane Alexis. Nous avons eu beaucoup de professeurs haïtiens en Guinée, parce qu'après l'indépendance guinéenne, vous savez, parce que la France est partie, beaucoup de progressistes dans le monde, en particulier Haïti, sont venus pour enseigner dans l'école de l'université. Donc, Haïti m'est familier. En plus, j'ai été en Haïti, sur le Cap haïtien, où j'étais ravi de découvrir un quartier qui s'appelle Petite Guinée. Et vous voyez, il y a dit qu'il y a des liens très forts, il n'y a pas d'indépendance, il y a toujours. La plupart des grandes villes ont une petite Guinée. Parce que d'abord en Haïti, il faut savoir que lorsque les esclaves menaçaient de se suicider, ils disaient si vous suicidez, parce que mourir en Haïti, c'est la vie de retourner en Guinée. Alors, lorsque les esclaves menaçaient de se suicider, les maîtres, les patriciens disaient si vous suicidez, on va vous couper vos pieds. Comme ça, vous ne retournerez pas en Guinée. C'est ainsi qu'il réussit à éviter certains suicides. Donc, la Guinée est aussi un pays assez mythique dans la mémoire collective haïtienne. Ce sont deux pays effectivement une histoire parallèle, puisque Haïti devient indépendant en 1904, et de la même manière, la Guinée, en 1978, la Guinée se révèle comme France, ça a créé une lutte violente. On a fait 20 ans sans ambassadeur, sans aucune forme de relation, et jusqu'à présent, les relations sont un peu compliquées à cause de cette indépendance. Et ce discours sur le diable, cette indépendance non méritée, illégale, etc., ce discours est régulier. Concerne aussi la Guinée. On est toujours les Guinéens, ça a été maudit de choisir notre indépendance. Regardez un peu les pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, j'ai évolué normalement. Non, on dit toujours, est-ce qu'il fallait que la Guinée soit indépendante? Mais bien sûr qu'il fallait que la Guinée soit indépendante. Et le problème de la Guinée, ce n'est pas le 2 octobre, jour de l'obtention de l'indépendance, c'est le 3 octobre. Ce n'est pas l'indépendance qui pose problème, c'est la gestion de cette indépendance. L'indépendance est obtenue dans un contexte particulièrement infernal, sur la guerre froide. Tout pays indépendant à cette époque-là était obligé de balancer d'un côté ou de l'autre. Soit vous étiez dans le camp occidental, soit vous étiez dans le camp communiste. Or, nous, puisque nous avons des problèmes avec la France, très vite, on basculait dans le camp soviétique. Répétant tous les mauvais côtés de ce système-là. On n'a pas créé un milieu terrain, on a créé une règle pas nous, en quelque sorte. Parce que il était de sortir, il était de rentrer. Quand vous sortez de Guinée, vous ne pouvez plus jamais revenir. Quand vous rentrez de Guinée, vous ne pouvez plus sortir. Très peu de choses concrètes sur la Guinée, sauf des choses d'ordre spirituel et de la nuit, exactement ce que Thierno a dit tout à l'heure. Et la Guinée, c'est la nuit d'Haïti. C'est un pays qu'on visite la nuit, quand on dort, on retourne en Guinée. Parce que je n'ai jamais su pourquoi, puisqu'il y a des zones au Sénégal où les esclaves passaient la dernière porte. Il y a le vaudou qui est massivement venu du Bénin, mais c'est la Guinée qui est restée le plus puissant dans la mémoire des esclaves et dans la mémoire haïtienne. Et d'où exactement ce que Thierno a dit. Et dans beaucoup de villes, à Pétrouave aussi, au Cap, il y a une petite Guinée. Et c'est resté dans les proverbes, c'est le pays le plus souvent cité. Et depuis la Guinée, nègre a trahi nègre. Depuis Guinée, les nègres se trahissent. Ou encore, quand on meurt, on ira en Guinée.
et c'est l'endroit où on va et quand on meurt. Donc c'est resté vraiment le pays d'origine dans la tête des Haïtiens. Et sous Duvalier, par exemple, qui était un peu dans l'indigénisme et le nationalisme culturel, on avait comme enflé aussi cette partie. Mais naturellement, c'était une Afrique abstraite qu'on opposait à une France tout aussi abstraite, puisque très loin de nous. On n'y allait pas, on avait quelques étudiants qui faisaient leurs études en France. Et sous Duvalier, au début, on a eu beaucoup de gens, quand Duvalier s'est déclaré, disons, dictateur à vie, et qui sont allés au Congo et en Guinée, j'espère, peut-être, je ne sais pas. Mais le Congo beaucoup, et Sénégal. Donc, on a vécu dans cet enfermement de la dictature avec des idées très... presque rien. Juste une Afrique mythique, une Afrique même de colifichet, puisque certaines personnes rentrant d'Afrique apportaient des petites choses qu'on exposait, je me souviens, à la faculté d'ethnologie, qui était un peu le fief des idées de Duvalier. Donc, c'était quelque chose pour nous de ténébreux. C'était la route de l'esclave et aussi la route dont s'est servi Duvalier et pour imposer sa légitimité de nègre qui doit être au pouvoir par rapport aux mulattes qui ne sont pas légitimes. C'était cette idée-là. Et donc, on a été très méfiants. Il a fallu, après Duvalier, qu'on a en Afrique, qu'on aille dans des pays. Moi, je suis allé au Mali et où j'ai rencontré Tierno. D'ailleurs, on a passé une journée du mouton, je crois, ensemble, et au Tchad et ailleurs, pour que je voie cette Afrique de la vie quotidienne qui n'avait rien à voir avec la construction que Duvalier et ses acolytes avaient fait, et une Afrique qui leur donnait droit d'être maîtres, enfin, d'être des nouveaux maîtres, propriétaires de nouveaux esclaves. Parce que c'est cela aussi chez les humains. Vous savez, vous avez mis quelqu'un dans une condition, quand il va sortir de cette condition, il voudra en mettre un autre dans la même condition. Et donc, ce qui m'avait, disons, échaudé de toutes les formes de nationalisme, et cette histoire-là, quand quelqu'un pense qu'on parle la même langue, vous savez, ici, nous sommes tous pour parler français, ça ne veut pas dire que nous nous aimons tous, hein, parce que Duvalier parlait créole et détruisait tous ceux qui parlaient créole. Donc, méfions-nous de toutes les choses qui nous rassemblent et qui nous donnent l'idée que nous sommes une communauté parce qu'elle nous rassemble. Que ce soit la religion, que ce soit la langue, et parce que j'ai déjà vu des gens de même, que ce soit la classe sociale, il n'y a rien qui s'étrangle plus que les pauvres, qui étrangle d'autres pauvres. Donc, donc tout ça m'avait donné une sorte de méfiance par rapport à l'Afrique dont Duvalier s'est servi, et que c'est plus tard, en y allant pour voir cette Afrique concrète, avec ses divisions, ses grandes qualités, ses grandes ambitions, et comme c'était fait aussi, que j'ai compris un peu mieux. Je vais rappeler que tous les deux, vous êtes nés à 6 ans d'écart, l'un en 47, l'autre en 53. Le problème de démocratie, il y a des familles. Bon, je n'ai rien dit du tout, oubliez ma question. Voilà. Nous avons ce ça, c'est-à-dire en Haïti comme en Afrique. Justement, c'est-à-dire qu'au fond, tous les deux, malgré 6 ans d'écart, vous appartenez pour moi exactement à la même génération, c'est-à-dire celle qui est venue après la génération de la dictature. Pourquoi? Parce que tous les deux, vous êtes de la génération de ceux qui ont vécu sous la dictature, alors que la génération précédente, celle de César par exemple, c'est celle qui voit les hommes politiques qui arrivent au pouvoir, savoir si que Touré d'un côté et Duvalier de l'autre, comme étant les libérateurs de leur pays. Vous vivez tous les deux dans deux pays où les dictateurs ont cette particularité de s'intéresser à la littérature. Sékou Touré a écrit des poèmes, qui sont des poèmes militants, qui voulaient faire la concurrence à Senghor, bien sûr, et de l'autre, Duvalier s'est commis, si j'ose dire, en poésie, très tôt, fin des années 47, et un peu plus tard, début des années 50. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression, quand vous êtes entré en littérature, que cette dimension de la dictature qui s'intéresse à la littérature était importante pour vous? Je vous signale que vous êtes flou de l'autre côté, la génération floue. Oui, Ça se précise, hein.
Oui, j'aime bien cette idée. Je ne crois pas dans les histoires de génération, mais la réalité nous impose à le voir. C'est comme on se dit pourquoi il y a une génération, mais brusquement on arrive, on voit des comportements du groupe vraiment, et on s'étonne. Et parce que précisément les humains adorent se détacher, se distinguer, et brusquement on voit qu'on était pas un troupeau, mais au moins une bande. La différence, c'est vrai, elle est fondamentale. Entre l'écriture sous l'époque de Duvalier, cette génération-là, qui a donné des intellectuels comme hommes d'État, et notre génération. Duvalier s'est servi de l'écriture parce que c'était une façon de grimper l'échelle sociale où les gens de la basse classe moyenne et donc atteindre le français, c'était ça exactement le terme, à ce moment-là, c'était atteindre carrément, en fait, pour le dire les choses simplement, c'est qu'après 3 recueils de poèmes, vous êtes au moins nommé ambassadeur au Pérou. Bon. Après 2 livres de plus en plus chez Gallimard, vous êtes ministre, 3 livres, vous êtes président. Donc, c'est naturellement, ils écrivent, après 3 livres, 2 livres, il y a même quelqu'un d'ailleurs, Thomas Lechaud, qui a réussi à être un écrivain sans avoir écrit de livre. Il a écrit sur les livres des autres. Et pas des essais, mais juste des préfaces. Donc vous voyez, l'écriture était faite pour ça, pour grimper l'échelle sociale. Et je crois que dans ma génération d'écrivains, on est arrivé au stade de l'écrivain est devenu lui-même tel qu'en lui-même il voudrait être, un écrivain. Et il n'y a pas avant, sauf peut-être au XVIIIe siècle, au milieu du XIXe siècle, des écrivains haïtiens qui ont écrit autant de livres, mettons, que moi, sauf peut-être les poètes, des 20 romans, des choses comme ça. On ne trouve pas cela, parce que les gens s'arrêtent très tôt, parce qu'ils trouvent un travail dans l'administration, comme je vous l'ai dit, et ils s'installent, et on a l'impression que c'était fait pour ça. J'ai toujours rencontré des gens dont la biographie s'arrête brusquement. La bibliographie s'arrête brusquement, brutalement. C'est-à-dire, un livre, il a commencé à écrire en 1950, un premier livre, 52, un second livre, 54, un troisième livre, 55, un quatrième livre, et plus jamais, jusqu'en 90. Et là, quand on regarde la biographie maintenant, c'était la bibliographie, et on voit vraiment en 55, il a trouvé un travail d'ambassadeur à l'UNESCO, enfin, en Europe, et c'était ce qu'il voulait, et c'est arrêté là. Nous, vraiment, on est arrivé à ce stade où l'écrit ne précède pas la parole. Et j'étais, il y a un mois en Haïti, les jeunes gens voulaient que je prenne position sur l'affaire, la présence de Jean-Claude Duvalier. Je lui ai dit non, moi, je ne fais pas de discours à l'emporte-pièce parce qu'on me pose des questions. Quand on me pose une question, je rentre chez moi et ça me coûte 8 mois de travail. Donc je me penche sur la question et je fais un livre pour m'expliquer longuement, parce que je crois fortement que seule la nuance est subversive. Quand vous dites quelque chose contre Duvalier, c'est une chose de plus. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de le cerner comme individu dans ses forces et ses faiblesses. Et là, quel que soit l'individu, dès que vous arrivez à le nommer réellement, à faire en sorte que lui-même se dit « je suis peut-être comme ça », eh bien, il est ébranlé. Et l'un des problèmes, par exemple, que j'ai eu comme écrivain d'ailleurs, c'était que je n'ai jamais connu profondément la bourgeoisie. Et je crois que le problème des écrivains du tiers-monde, c'est cela. On n'a jamais côtoyé vraiment les très riches, les côtoyer vraiment. Et en vivre pour vraiment les décrire. Parce que quand nous écrivons sur les riches, nous les exécutons en 3 paragraphes. Ils sont toujours niais, toujours. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il est riche, il est niais, parce que je suis pauvre, il doit être brillant. Il n'y a aucune raison. Donc ils sont toujours niais, nous les exécutons avec des clichés, ils ne se reconnaissent pas, donc ça ne les atteint pas. Si vous voulez les atteindre, il faut qu'ils se reconnaissent. Donc voilà un peu. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'arrivée en littérature, n'était pas seulement l'aventure dans le texte des autres, c'était pratiquement une prise de parole. C'était une prise de parole. Franchement, j'avais l'impression d'arracher le feu des mains de Dieu de 2008, de ce petit Prométhée. Pourquoi? Parce que si en Haïti aussi on a pas possibilité très souvent,
En Guinée, il était interdit d'écrire. Il n'y avait qu'un seul écrivain, c'était Sékou Touré. Il écrit 45 livres, on avait tous aussi mauvais les uns que les autres, plus personne ne lit d'ailleurs, et il fourguait, il ne vendait pas, il publiait avec le budget national. Il publiait ses livres, il les offrait au premier fichier de gens qui s'ennuyaient, comme chacun repartait plus mal de bouquin, Sékou Touré, que tout disparu, je pense, désormais. Donc, ouais, déjà, là, le défi chez moi, c'est déjà de prendre la parole. J'ai l'impression que pour la première fois au monde, je parle. J'ai le droit de parler sans être exécuté, sans être poussé. Ça, c'est déjà, ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est quand même cette histoire d'écrivain de 2 ou 3 livres, c'est pas propre à Haïti. C'est pas propre à l'Afrique aussi. Il y a des indépendances. C'est qu'il y avait déjà écrit un roman ou 2 sur les tout communistes. Ils n'ont plus jamais écrit. Brillant écrivain, qu'on adorait dans les années 50, qui n'a jamais écrit, pratiquement. Chez Kamilka, qui est devenu ministre d'État, qui a écrit le second roman assez tard. Maintenant, cette histoire du noirisme, c'est vrai que le noirisme était déjà contenu dans le lyrisme même de l'agriculture. C'est évident. Ce discours interprète que il a été péché par l'omission de Césaire, on a dû parler des indépendances. À mon avis, si Césaire avait ouvert la bouche, ou Césaire, ou Kizeko, ou Cheikh Anta Diop, si cela avait parlé des années 60, c'est que ce n'est pas devenu ce que parce que j'ai eu l'impression que Sékou Touré a cru qu'on lui avait accordé un chèque à blanc. Qui avait su le moral des intellectuels, puisqu'il a représenté justement ce moi fier et beau en train de défier le métropolisateur. Cette image est restée encore dans l'esprit de la plupart des intellectuels noirs du monde, pas seulement en Afrique. Il était difficile de critiquer Sékou Touré devant les Noirs américains. Et même chez les intellectuels africains voisins, sénégalais, ivoiriens. Donc on a souffert d'étudier à Abidjan, nous étions des familles à l'impérialisme. Donc on crevait de faim. Ces gens-là, ils avaient tous des Rwanda, on mangeait une fois tous les 5 jours. Et c'était vrai, c'était nous, les familles à l'impérialisme, parce qu'on était conséquents. Jusqu'à présent. Moi, je me souviens des plus le débat qu'on a eu à Lyon. C'était pour que les idées africaines se réunissaient souvent pour faire des manifestations. Il y avait là les Algériens qui se souviennent, ça m'a répondu. L'Algérie, non, on ne peut pas attaquer ces pays. C'est l'indépendance guinéenne, c'est religieux, c'est etc. Donc, ce problème-là, il est général. Et puis le discours à revanche, excusez-moi. Le discours sur la diabolisation des Indiens, il est récurrent. Voilà pour la Guinée, voilà pour l'Haïti, voilà pour l'Algérie. Il y a des points que le débat continue encore ensemble, tu vois. Alors, évidemment, comme vous êtes tous les deux en exil, vous pensez bien que vous êtes en concurrence avec plusieurs autres métiers. Il y a quelques mois, Dany Laferrière m'a donné sa carte de visite, qui m'a beaucoup surpris, où c'était marqué Dany Laferrière, import-export. C'est ça, rapidement, c'est tout simplement parce que import-export. Les gens, c'est parce que quand il y avait beaucoup de chômage en Haïti, quand les gens ne travaillaient pas, ils écrivaient sur leur carte de visite toujours import-export. Moi, je pense que c'est le travail même de la littérature. J'importe des idées, j'exporte des livres. C'est absolument ça. Je suis dans l'import-export. C'est absolument à ça que je voulais en venir, à savoir que import-export, c'est peut-être ce qui a défini aujourd'hui l'écrivain francophone contemporain par rapport à l'écrivain précédent. C'est-à-dire que l'écrivain précédent ne faisait pas du tout de l'import-export. Il faisait de l'import, il ne faisait pas du tout de l'export. Alors, est-ce que Thierry se considère lui comme étant un écrivain d'import-export? Oh, puisque je donne la définition exacte, oui. La définition la plus belle, c'est que je méprisais ce terme jusqu'ici. Je trouve intéressant quand tu donnes. Je crois effectivement, oui, on fait un métier d'import-export parce que nous sommes un peu à la frontière des choses. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vivre à la frontière des choses, parce que c'est là que c'est pas la frontière que les échanges se font, et pas seulement que ce soit du commerce, que ce soit des spirituels, En fait, le fond de ma question, c'est que quand on fait l'import-export, ça veut dire qu'en fait, on fait une échange. Je vais juste dire un mot à propos de ce que vient de dire
Et on voit bien, ce qui est intéressant, il se passe cette discussion à Middlebury. Est-ce qu'on est uniquement à Middlebury ou bien on est aussi à Mills? Oui, quand même. Hein. mais quand même, il se passe cette discussion-là. Elle est très intellectuelle, très vraie, très sérieuse, de temps en temps. Mais en même temps, il y a quelque chose de très émouvant parce que quand Tierno dit on est à la frontière des choses, et il signale un Dieu qui est pour moi le seul Dieu qui m'accompagne et qui vient de Guinée aussi, qui est l'Egba. L'Egba, et c'est le Dieu qui se trouve sur la frontière du monde visible et du monde invisible. C'est d'ailleurs tous les grandes cérémonies vaudou, il ne peut pas avoir de cérémonie qui ne commence pas par le chant qui demande à l'Egba d'ouvrir la barrière. L'Egba ouvre la barrière pour moi. L'Egba doit ouvrir la barrière. Et quand Tierno signale une chose, un manquement presque à Césaire et à d'autres intellectuels de n'avoir pas signalé les dérives du noirisme, de toutes ces choses-là qui allaient nous donner des dictatures où les gens à l'intérieur du pays et les gens qui souffraient allaient entendre dire du bien de leurs tortionnaires. Et ce sont des choses qui se sont dupliquées en Haïti et qu'on a vécu aussi, parce qu'on a oublié de le dire. Duvalier a été plus rapidement honni que Sékou Touré parce qu'il n'a pas eu de grandes choses à son actif. Mais on a vécu ces choses-là. Donc l'idée qu'il se fait ce discours et qu'en dessous, et on se touche par les dieux, et comme l'Egba, surtout à la barrière des choses, et je trouve que c'est émouvant. Oui, Mills? Vous avez une question? Merci beaucoup. J'aimerais bien on a très bien commencé, hein? J'aimerais bien qu'on change un peu parce que je voudrais que les écrivains parlent de leurs œuvres. Et pour ce faire, je vais donner la parole aux étudiants de Mills pour qu'ils puissent vous poser des questions. Parce que cette semaine, nous lisons l'énigme du retour de Dany Laferrière. J'ai l'impression que les étudiants ont des questions à vous poser, donc je vais leur donner la parole. Je vais commencer. Bonjour. Je m'appelle Jacques. Est-ce que vous m'écoutez? Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de parler avec vous. Comme vous voyez, nous sommes en train de lire. Tout simplement, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez écrit et publié ce livre que j'aime traiter. Alors le livre, c'est l'énigme du retour, et donc c'est généralement quand on publie, je comprends la question à l'intérieur du travail d'écrivain que je fais, c'est-à-dire j'ai beaucoup écrit sur les origines, sur ma grand-mère, sur mes tantes, et j'ai écrit aussi sur l'exil et sur l'américanité et Montréal, et longuement, et sur Montréal, l'arrivée à Montréal, l'installation comme écrivain, puisque je le dis souvent et je le répète, et Tierno l'a dit d'une manière tout à l'heure aussi, je suis né en Haïti, mais je suis né écrivain à Montréal. Donc j'ai écrit sur ce moment-là, c'est un moment extrêmement important pour un individu de découvrir ce qu'il est et d'en faire un métier. Alors ce livre, c'est qu'à un moment donné, je n'avais pas de portrait de mon père. Parce que ce livre, l'énigme du retour, raconte l'histoire d'un narrateur qui retourne chez lui après la mort de son père en emportant l'idée du cadavre de son père pour l'enterrer dans son village natal. C'est une idée d'exilé, l'idée du cadavre. Alors voilà, donc je n'avais pas de portrait de mon père, j'avais le portrait de tout le monde, ma mère, mes tantes, chacune de mes tantes, ma grand-mère et pas mon père. Et parce que je ne l'ai pas connu, parce que je n'ai pas d'image de lui dans ma tête. Et les seules choses qui me restent de lui, les seules traces, c'est des traces, ce qu'on m'a dit de lui.
Et vous savez comment ça se cristallise et avec le temps, vous avez l'impression vraiment de l'avoir connu. Et j'ai voulu le chercher en écrivant ce livre. Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, c'est à ses funérailles. Et je me souviens, j'ai regardé très attentivement ses mains, parce que ma mère m'a toujours dit qu'on avait les mêmes mains. Et ma mère m'a toujours dit aussi qu'on disait toujours merci quand quelqu'un vous donnait quelque chose, comme si on engueulait la personne. Et bon, j'ai pas pu entendre ça, ce son, sa voix, mais j'ai pu voir ses mains. Donc je me suis dit, il fallait quand même, pour finir le portrait de famille, et avoir l'absent, un absent qui a été si présent. Au fond de l'armoire, une petite photo, quand ma mère cherchait ses robes, je le voyais. Et puis quelques photos aussi, parce que ma mère n'a jamais voulu m'imposer cette image du père absent, disparu, en exil, pour ne pas créer de nostalgie d'une chose que je n'ai même pas connue. Mais en même temps, vous savez comment, plus on cache quelque chose, plus elle apparaît ailleurs. Donc dans mon livre, que vous êtes en train de lire. Merci. Merci beaucoup. Continuez à changer pour nous. Donc, faire ça? Ben oui, Salut, je m'appelle Alex. Moi aussi, je suis en train de lire votre livre et moi aussi, je l'aime très bien. Mais moi, j'ai une question un peu plus spécifique. J'ai remarqué que vous faites référence à beaucoup d'écrivains différents pendant le livre et je voudrais vous demander pourquoi voudriez-vous en parler de ces écrivains dans votre livre. Oui. Mais avant, je pourrais dire aussi que Tierno aurait pu répondre, et sûrement répondra à la question de la présence du Père dans l'œuvre aussi. Est-ce qu'en Guinée, vous avez eu aussi j'avais dit par exemple, Duvalier s'appelle Papa Doc. Son fils s'appelle Baby Doc. Et Duvalier ayant fait exiler, emprisonner, tuer ou humilier les hommes, il en a fait un pays où il était devenu le seul père. Je crois que tu as sûrement quelque chose. C'est Couturé, c'est le père de la nation. Tous ces gens-là, tous les pères de la nation, bien évidemment. Et c'est vrai que le père est très très absent physiquement dans cette tournée, mais cette absence du père n'a pas été, à mon avis, un motif littéraire clair. Je pense que l'absence du père dans les Antilles précède Duvalier. Je pense que cette écriture littéraire de la Martinique, c'est que la désorganisation de la suite familiale à l'esclavage a fait que le père est son absent. On le sent dans la plupart des livres entiers, chez Glissant, chez d'autres. Et donc cette absence cruelle du père, c'est un motif récurrent de la culture antillaise. Et finalement, Duvalier ne l'a fait que l'aggraver. Or que chez nous, le père est plus diffus traditionnellement. La société, la force de la société est telle que l'individu du père et l'individu du mère sont plus ou moins dissous dans une réalité beaucoup plus large. On a plusieurs pères, on a plusieurs mères, on appartient, je disais dans un cours à un clan, on appartient à une lignée, on appartient à toute la société en quelque sorte. On est beaucoup plus socialisé, beaucoup plus communautaire la vie, ce qui fait que la figure du père n'est pas une figure très très importante. Elle n'est pas singulière. Je vais quand même répondre à la question de ce monsieur. Le livre est fondamental pour moi, beaucoup plus même que la vie. Le livre a créé la vie pour moi. Je me souviens, j'étais très jeune, enfant peut-être, je ne sais pas, 13 ans. Je lisais un livre à l'intérieur de la maison et ma mère et mes tantes étaient sur la galerie en train de parler, de converser avec leur voix si joyeuse. Et je me suis dit, si par exemple ils arrivaient un malheur et qu'elles étaient toutes mortes, je serais vraiment très peiné d'être obligé d'arrêter de ma lecture. Pour vous montrer à quel point le sentiment puissant de vie et que la lecture a représenté pour moi quand j'étais enfant, et c'est resté toujours, parce que j'ai toujours eu peur de perdre ça, d'ouvrir un livre un jour et d'avoir l'impression d'avoir tout lu, et la chair est triste, comme dit le poète.
Et j'ai toujours peur de cela, et à chaque fois, il y a cet élan et très, 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 très vivant. Et parce que le livre, c'est le meilleur de l'individu. Ces temps-ci, par exemple, on a beaucoup rencontré les écrivains, mais je n'arrête pas de dire ce que l'écrivain a de meilleur encore, il l'a mis dans le livre. Il l'a mis dans le livre. Et donc, c'est moi, dans ce que je peux faire de mieux. Et c'est pourquoi je cite toujours des écrivains dans les livres. Et d'ailleurs, les gens pensent que la bibliothèque des gens est faite des livres dont on a parlé à la radio, dans les journaux. Mais je crois que la bibliothèque est beaucoup plus faite avec des livres que les gens ont lus dans les livres des auteurs qu'ils aiment. Moi, j'ai une bonne partie de mes livres, ce sont des livres dont j'ai déjà entendu parler dans les livres de Borges. Quand j'aime un écrivain et que je vois qu'il aime un autre écrivain, il en parle dans son livre, je l'achète. Et c'est comme un chemin. Et on suit les gens et comme ça, on traverse cette forêt de la bibliothèque. Et donc, je mets toujours des livres dans mes livres. Et je crois que c'est une partie de mon portrait, de mon autoportrait. Je voudrais interroger Thierry sur le même sujet, mais à partir de deux romans, à savoir Un rêve utile et Un antique poète. Un antique poète, c'est le roman de la Côte d'Ivoire. Un rêve utile, c'est le roman des Lions. Alors, il n'y a pas exactement le même rapport à la littérature que tu as fait avec ces deux romans, tel que j'ai dénoncé. Bien sûr, ce sont des romans de Dieu. Thierry, tu sais qu'elle ne peut plus avancer le micro. Il faut que tu fasses un effort. Avant de répondre à la question, je reviens à la figure du père. Chez moi, le père est important, justement, c'est un seul cas. La lecture n'est plus par mon père. C'est mon père qui m'a poussé à faire la lecture, c'est lui qui m'a offert les livres. J'avais 11 ans. Il m'a offert, je me souviens, une dizaine de livres, les premiers comment ça s'appelle, un livre de Louis Bazin, comment ça s'appelle, il y avait Black Boy de Chamex, il y avait L'Enfant de Chamex. Il faut dire que ton père était détruit, tiens. C'était des livres très hétéroclites, ce qui fait que j'ai tout lu de façon très brûlante. J'ai pu lire tout ça, ça me choque pas du tout. Et comme chez nous, il n'y a pas de bibliothèque organisée, et comme j'ai vécu essentiellement en exil, que j'ai laissé 200 ou 300 livres dans chaque livre, je me suis rendu, en Algérie, en Afrique, je n'ai pas le tout le mettre. Donc, j'aime souvent aller dans la bibliothèque, tout ça très bien, et j'aime lire les différents écrivains, différents genres, ça c'est bien. Et on a quitté la question. La question c'était que ta vie en exil t'a permis de construire les mondes dans Un rêve utile, c'est Lyon, c'est une activité pour le puisque j'ai vécu dans plusieurs lieux du monde et que j'ai changé de vie tout le temps, j'ai vu plusieurs personnes en plusieurs époques, j'ai comme le petit poussé perdu dans la forêt, j'ai balisé mon chemin avec mes livres. À chaque lieu, j'ai dansé mon jeu blanc, à chaque lieu, c'est Lyon, une ville, c'est ma ville natale, c'est là Lyon que j'ai écrit mon roman. C'est très important. J'ai écrit un roman qui s'appelle Un rêve utile. Le premier roman, le roman qui se passe à Lyon s'appelle Un rêve utile. Un rêve utile, un titre que j'ai volé à quelqu'un que vous connaissez tous. C'est Lénine qui avait dit dans une de ses revues, il avait même clandestin en Suisse, ça s'appelle Iskra, il avait dit qu'il avait l'humanité à bâtir un rêve utile. Le rêve utile, c'est un peu le chef de ces idéaux humanistes et de gauche de cette époque-là. C'est la dérive des premiers immigrés à Lyon. On avait à cette époque-là pour l'idéal d'aller dans les foyers pour les alphabétiser. Et moi j'étais voir les Guinéens, j'ai dit j'ai envie de les alphabétiser. Ils m'ont dit on n'en a pas besoin. Finalement, c'est ces deux qui m'ont alphabétisé, l'autre m'a appris la vie, et c'était une pédagogie à rebours. J'ai encore cette expérience-là. En même temps, il m'était ici de raconter un lieu seulement à travers la vie des personnages dans un livre comme les lieux sont des personnages à part. Je pense qu'Abidjan est un personnage. Les lieux est un personnage dans la réalité. J'ai beaucoup de relations fortes avec les lieux. Mais c'est une sorte d'autobiographie, c'est une biographie sur africaine, franco-africaine. Autobiographie déguisée. Moi, je n'ai jamais fait d'autobiographie. Je ne sais pas parler de moi. J'ai toujours fait une autobiographie générationnelle.
parle des gens qui peuvent longtemps. Toute cette génération guinéenne qui a été déchirée sur le quatrième du monde, j'ai envie de parler des gens formidables qui ont disparu depuis 2006. J'ai entendu, je disais tout à l'heure que ce qui était montré dans les récits, qu'on finissait par perdre ses témoins. Oui. Et ça, ce sont les témoins. Et souvent ils sont morts, mais moi je les restitue parce que oui, c'est du gâteau. Parce que là, tu as des gens qui ont vécu sous tes yeux et qui ont partagé ta vie. Quand tu dis je restitue, restitution, c'est extrêmement important, c'est-à-dire des gens que l'on croit morts, et c'est vraiment la grande mission de la littérature, c'est le grand projet du livre, qui nous permet de restituer une époque, de faire un portrait de groupe, et comme tu viens de dire là, et surtout, c'est d'autant plus important par la littérature que les gens sont vivants dans les livres, et plus vivants même que les contemporains. Quand on lit Tourbier-Nièvre et à 13 ans et qu'il va nous influencer toute notre vie, et cet Tourbier-Nièvre a pris une influence sur les vivants que nos voisins qui sont à côté de nous et tout le temps. C'est extraordinaire cette possibilité-là. Et même de façon réelle, et en lisant un livre, c'est un mort qui nous parle alors que nous vivons, nous devons nous taire pour écouter en silence 5 heures, 4 heures, 6 heures de temps, quelqu'un qui est mort depuis des siècles. C'est le plus grand miracle possible. On dit que les gens ne ressuscitent pas, on dit est-ce que la résurrection est possible, on dit toutes sortes de choses alors que la chose est là devant nous. On n'a qu'à ouvrir Tolstoï et puis il est là, en pleine forme, tout excité, on voit arriver le prince André et puis mais c'est extraordinaire. Et on y croit et on a raison d'y croire. Il est vivant, plus vivant que moi là. Enfin, parce que. C'est quand même bien. Alors, oui, j'ai eu une dernière question à poser, je vais passer la parole aux étudiants. Je disais tout à l'heure que vous appartenez à 2 pays qui étaient des pays semblables, d'autant que ces 2 pays ont fonctionné exactement de la même manière à la fin de la dictature de M. Touré et la dictature de Duvalier. À la fin de la dictature, dans chacun des 2 pays, on a demandé aux exilés de revenir, en créant effectivement, n'est-ce pas, d'un côté un département du ministère des Affaires étrangères, des Haïtiens de l'étranger, de l'extérieur, et de l'autre, en créant un département du ministère de la Culture, dédié justement aux Guinéens de l'étranger. Alors, est-ce que vous vous êtes senti appelé par ces manœuvres, si j'ose dire, administratives, politiques? Oui, non. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était un intérêt pour vous, pour la littérature ou non? Est-ce que c'était un appel pour la politique que vous voulez fuir en 2020 ou pas? Voilà. Donc, quel est votre rapport justement à ces manœuvres, qui sont des manœuvres de retour, non pas inédite, mais de retour au pays natal? Je n'ai pas écouté les dictateurs sur cette question, je ne l'écouterai pas non plus sur cette question. Je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas demandé la permission du gouvernement du pays. Je ne lui demanderai jamais la permission de revenir. Je suis passé clandestinement par la frontière, et je suis revenu anonymement. Certains jeunes me connaissent parce qu'ils m'ont vu dans l'université, mais sinon, je suis là le plus anonyme possible. Autant, je n'ai pas du tout envie d'avoir affaire aux officiers. Ils ne m'intéressent pas. Autant, c'est aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des amis, avec lesquels nous avons partagé l'exil, qui sont en train de faire pire que les vies que nous avons combattues ensemble. Voilà. Tout à fait. Alors, des questions? Oui, allez-y, hein. Amis, vous avez des questions? Ah, merci. Bonjour, je m'appelle Rory et je vous remercie d'être ici avec nous. Je voudrais poser une question à M. Laferrière. C'est une question spécifique dans les livres du retour, dans la section de éloge de la diarrhée.
le narrateur dit nous vivons pas dans le même temps, même quand nous sommes tous les deux dans la même pièce. Le passé qui définit notre façon d'apprendre le présent n'a pas la même densité pour chaque personne. Pourriez-vous parler de la relation entre le temps et la densité du passé? Oh là, grosse question. C'est une dissertation de Cagneux. J'ai tenté de tout expliquer et vous avez sûrement bien compris que c'est vrai, on peut être à côté de quelqu'un pendant que l'autre est en train de penser à autre chose, à une chose totalement différente que vous. On peut être même dans une émotion et donc on n'avait aucune idée. Nous sommes dans les mêmes espaces et ce sont des choses qui nous sont arrivées enfant et c'est la première fois que je me souviens de cette émotion quand j'ai croisé une dame qui dans la rue qui était en train de pleurer. Je ne comprenais pas comment moi, qui étais si content ce matin-là, ai pu vivre dans le même espace, dans le même moment avec quelqu'un qui semblait complètement dévasté. Et ça m'a laissé toujours. Et cette idée, quand on est content, quelqu'un d'autre est en train de vivre les pires moments de sa vie. Et j'ai voulu... mais pour Haïti aussi, l'énigme du retour, c'est quelqu'un qui retourne dans son pays natal et qui se trouve dans la même pièce, des fois avec un type du même âge, un ancien ami. Et nous sommes devenus des êtres si différents. Et parce que moi, j'ai 30 ans de Montréal dans mon corps, et lui, il a 30 ans aussi d'Haïti. Et ce sont des choses... un jour, il y a un homme qui m'a expliqué ça, il m'a dit, nous ne sommes plus pareils. Notre ADN a changé. Quand on a vécu 30 ans d'inconfort, des situations où l'on a l'impression qu'on peut venir vous arrêter chaque nuit de famine, et de cyclones, d'inondations, où la vie elle-même est une attaque contre vous, et bien après 30 ans, vous n'avez plus le même organisme que quelqu'un qui a vécu dans un pays où il n'y a pas de dictature, où il n'y a pas de famine, où il n'y a pas d'inquiétude et d'angoisse politique. Après 30 ans de génération, nous ne sommes plus pareils. Et nous avons quelque chose à modifier notre présent. Et c'est de passer, même si nous sommes d'une même origine et dans la même pièce. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi? Oui, parce que c'est pas parce qu'il y a un écran qu'il faut que vous monopolisez les questions. Nous aussi, on a les gens qui savent parler. Non, mais il n'y a pas de question. Oui, parce que sinon vous allez nous poser toutes les questions sur l'énigme du retour. Ils ont des examens demain, j'ai bien compris. Des questions. Cette question n'était pas sur l'énigme du retour, c'est une question d'écrivain. Cette question d'être dans la même pièce et Thierno aurait pu bien y répondre aussi s'il le voulait. Et de ne pas partager la même émotion parce que nos passés sont différents. C'est la question du temps, c'est la question qui est au cœur même du roman. Il n'y aura pas d'examen des il y a tout simplement des essais. On a une question aussi ici. Bon, ça va. On va voir. Nous avons déjà parlé du carrefour entre les deux métiers de M. Laferrière, un leur expert avec l'écriture. J'aimerais aussi, M. Monenabo, vous êtes à la fois professeur de biochimie et écrivain. Où pour vous se trouve le carrefour entre ces deux métiers tellement différents, à mon avis? Vous savez, la biochimie et la littérature se ressemblent énormément. La biochimie, c'est la littérature de la vie, au sens véritable. La biochimie, d'ailleurs, est la seule science qui est analphabète.
elle, ça fait 4 à 5 lettres maximum. Mais là, c'est grave. La moindre faute d'orthographe, c'est de moi seul. Comme disent les Haïtiens, le grain du bon Dieu n'a pas de gomme. Une fois que c'est fait, c'est pour rectifier rien. Mais sinon, c'est la même chose. Moi, je suis étonné de voir comment le XXe siècle, non, plutôt peut-être le XIXe, a compartimentalisé les connaissances, la connaissance, qui est une. Je pense que ça, la poésie, il n'y a pas de philosophie, ça, la philosophie, il n'y a pas de science. Et la science, ce n'est pas parce qu'elle est very intelligente que tu dois se séparer de la poésie ou de la philosophie. Regardez bien les grands savants lévitistes d'hier, moi je fais la PJ par amour pour Goldberg, par amour pour l'épistémologie. Quand j'étais au lycée, j'avais l'épistémologie. etc. Et moi j'aime bien les gens qui se regardent penser. J'aime pas la technique. La science en tant que telle m'intéresse. Parce qu'on va dans un laboratoire et qu'on va avec une pensée. Ça c'est très intéressant. Et en biologie, on peut penser. Parce que c'est une science, rien n'est gagné. Il n'est jamais gagné. C'est une science très compliquée, très volatile, qui vous échappe très vite. Il n'y a pas de certitude. Vous pouvez mesurer une seule et même chose, vue avec 3 ou 4 instruments différents, c'est 3 ou 4 choses différentes. Donc c'est la même chose. Vous savez que Thierno n'a pas souvent l'occasion de parler de biochimie. Mais j'ai oublié, donc j'ai oublié, D'autres questions? En dehors de la biochimie, évidemment. Sinon, il peut vous raconter des histoires de viande qui a fait à Saint-Étienne, on va faire ça. Je peux les raconter. Oui, de l'autre côté. Yes. Merci. Je m'appelle Paul Jackson. Merci beaucoup de l'eau. Donc, c'est une question un peu personnelle pour les deux acteurs. Tout d'abord, où habitez-vous maintenant? Si la Guinée ou en Haïti, sinon, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'habiter ou vivre, par exemple, au Canada ou en autre pays maintenant? Vous êtes agent de migration? Originalement, je ne suis pas un écrivain, mais je voudrais savoir, parce que je pense que vous êtes en train de faire beaucoup de choses intéressantes pour votre pays, et je voudrais faire la même chose. Mais moi j'habite à Montréal, mais je voyage dans le monde entier, comme font tous les commis voyageurs, tous les gens qui travaillent dans l'import-export. je voyage, c'est vrai, je passe une partie de l'année à voyager, simplement parce que j'ai écrit des livres. Et ça, c'est la grande joie de ma vie, et je n'en suis jamais, pas une seconde, blasé. Il est vrai que quand on voyage comme écrivain, il y a des moments dans l'année qui sont précis où l'on vous invite au printemps, à la rentrée, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Il y a des zones un peu où on vous invite, mais je n'en reviens pas que depuis 25 ans, il a maintenant près de 30 ans, je n'ai presque jamais payé un billet d'avion, une chambre d'hôtel pour voyager. Je ne savais pas que le livre allait m'apporter tout cela. Et je trouve que c'est la chose la plus extraordinaire. Et lui ne bouge pas. Et c'est très simple, hein, je l'ai dit, j'écris un livre, je l'envoie au reste du monde. Si vous m'aimez, j'apparais. Voilà. Alors, moi j'habite en ce moment en Guinée, mais je peux vous dire que aussi je voyage. Je voyager, d'abord je suis un nomade de naissance, je suis un peu. Les peuples sont des voyageurs, comme disait Senghor, les peuples sont les hommes aux longues jambes. Nous passons notre temps à bouger, nous vivons dans une vingtaine de pays africains.
vous savez, un peu faire. Au moins. Faire 50 km par jour sans c'est rien du tout, il n'y a pas de problème. Pensez peu, ils s'en vont. Mais aujourd'hui, je t'ai vu passer, ma femme m'a dit, ah, regarde Tierno, il s'en va là. J'ai dit, mais c'est pas Tierno, c'est un peu. Oui. Donc, voilà. En fait, on a plus ou moins de notre destin. Hein. On se croit de temps en temps dans des lieux. Moi aussi, là, depuis que j'écris, depuis 1919, j'ai jamais payé une chambre d'hôtel, j'ai jamais payé d'avion, et j'ai jamais payé le roi. Oui, mais j'étais un peu con. Dans les années 70-80, je voyageais énormément. Et je ne savais pas qu'il existait ces machins-là, Air France, les Miles, un magazine plein. C'est à la fin et on a jamais ça gratuitement. Comme ça, je suis devenu un ami de santé mon billet. Ce que j'ai fait d'ailleurs cette année, dans le Miles. Mais c'est vrai qu'il y a des avantages. Surtout les rencontres, des débats très intéressants parfois, et aussi on rencontre des personnalités extraordinaires. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens intéressants de la littérature moderne. On passe à Mexico, Nicolas Bouvier, c'est ces gens que j'ai connus. C'est vraiment impressionnant. Mohamed Dib, Katel Yassine, Chrémy, c'est un privilège, ça, vraiment. Mon Goubeti. Oui, mon Goubeti. Et surtout, ce qui est intéressant, contrairement aux touristes et pour l'écrivain généralement, quand il arrive dans un nouveau pays, il rencontre des gens extrêmement intéressants et qui l'ont invité et qui l'invitent à des endroits très précis. Donc, il n'y a jamais ce temps de tourisme. Moi qui déteste visiter les villes, d'ailleurs, je dis toujours aux gens qui m'invitent, surtout pas le tour de ville. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et puis, visiter la ville comme ça. C'est-à-dire, je marche, je rentre dans un restaurant, je mange, je rentre dans un bar, mais ne me fais pas visiter les endroits connus, parce que je pense que c'est un piège. J'ai vu ça en France. Vous arrivez, déjà à l'aéroport, on vous dit, est-ce que vous avez vu cette exposition magnifique au musée d'Orsay et puis j'ai dit, non. Ah mais il faut voir. Et puis j'ai dit, mais c'est extraordinaire. C'est des dessins de Degas. Alors c'est extraordinaire. Et puis après 10 minutes, vous dites à la personne, vous l'avez vu? Non. Alors donc, je me suis dit, les musées et les endroits, les monuments, c'est les endroits où on envoie les touristes pour que les gens puissent avoir tout Paris à eux. Moi je veux tout Paris, je ne veux pas aller dans les musées. Je veux là où les gens vivent. C'est les gens pour moi le premier. C'est jamais les endroits où ils mettent les choses mortes. Si vous permettez, j'aimerais poser une question. Oui, merci, je vous en prie. Merci. Tout à l'heure, on parlait de l'écriture, de l'écrivain et du lecteur. Qu'est-ce qui fait, la question c'est à vous deux, qu'est-ce qui fait de l'individu un bon lecteur? En d'autres termes, c'est quoi pour vous un bon lecteur? Tu peux répondre à cette question. C'est même parce que c'est un bon écrivain, alors ça parce que c'est un bon lecteur. Un bon lecteur, les lecteurs sont beaucoup plus nombreux que les écrivains et ils sont beaucoup plus intéressants. Et un bon lecteur, c'est pas forcément quelqu'un qui lit beaucoup, mais je crois que c'est quelqu'un qui. C'est celui qui réussit, comme préconisait Flaubert, à expliquer son livre à l'auteur. Pour moi, c'est ça un vrai lecteur. Flaubert disait, j'attends le lecteur qui m'explique mes livres. Et un lecteur qui m'explique mes livres, pour moi, c'est celui-là qui c'est un lecteur. J'ai écrit il y a un lecteur un peu compliqué, qui s'appelle Hérédité. Tout le monde a bombardé. Non, pas moi, je n'ai pas bombardé. Et une jeune élève suisse de 17 ans, 16-17 ans, qui faisait le bac, parce qu'en Suisse, on présente un rapport au baccalauréat, un peu comme en maîtrise. On prend une œuvre, un livre, par exemple, sur lequel on travaille. Cette jeune fille a travaillé ici 30 à 45 ans sur ce livre, il m'a expliqué. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses auxquelles moi-même je ne comprenais rien. Et elle m'a expliqué. C'est ça un lecteur, un vrai lecteur. Un bon lecteur pour moi, c'est quelqu'un qui termine un livre qu'il n'aime pas. Oui, c'est très important parce que
j'avais vu, comment il s'appelle, un pénâtre qui avait fait une sorte de 10 commandements de la lecture en disant d'ailleurs l'un des premiers, vous n'êtes pas obligé de finir un livre que vous n'aimez pas. J'avais trouvé ça d'une lâcheté, parce que naturellement il veut dire il faut finir tous ces livres à lui. Et j'avais trouvé ça d'une lâcheté parce que c'est ce que font les gens généralement. Ceux qui ne seraient pas lâches, c'est de leur dire de terminer, parce qu'il faut imaginer que l'écrivain, peut-être que lui non plus n'a pas aimé son livre, mais il l'a bien terminé. Il l'a écrit, c'est encore plus brave. Parce que lire un livre aisé, facile, fait pas des gens brillants, et ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais lire un livre d'un auteur inconnu, vous savez, de plus en plus les gens veulent connaître, lire que des gens connus. Lire un livre que tout le monde aime. Lire un livre, c'est quand d'ailleurs, c'est des choses qui nous arrivent à 16 ans, où l'on lit des livres. Je me souviens, j'avais une petite bibliothèque chez moi, il y avait beaucoup de livres dont on n'avait pas les premières pages. Donc il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de truc, vous tombez sur le livre. Moi, ça t'est arrivé, de lire des livres sans les premières pages. La première fois que j'ai lu La fleur de Faulkner, il manquait 40 ou 50 pages. J'ai tout lu. J'ai signé à Louis Faulkner, et un jour, on m'a invité, il faut chaque année un colloque à Oxford, à Mississippi, ils m'ont dit pourquoi j'ai Faulkner, je lui ai dit c'est parce que je ne comprends rien. Oui, ça c'est une chose extraordinaire aussi. Lire quelque chose qu'on ne comprend pas. Non mais c'est ce que font les enfants qui sont de grands lecteurs avant de comprendre. On ne comprend pas avant de comprendre. On oublie cette chose extrêmement simple. Et les gens veulent comprendre avant même de lire. C'est pour ça qu'ils écoutent beaucoup, ils doivent être au courant, tout doit être mâché et pour qu'ils arrivent à eux. Et personne ne prend la chance de lire un livre, et on devrait faire ça d'ailleurs, enlever les 5 ou 10 premières pages d'un livre et les distribuer, et pour que les gens puissent lire et découvrir, et ne pas être... En fait, on n'a pas aimé un livre, et puis brusquement on a honte si on vous dit c'était le procès de Kafka. Mais pourquoi on a honte? On n'est pas dans la lecture. La lecture, c'est ce qu'on a lu, c'est l'émotion qu'on a eue. On n'a pas à avoir honte. Et je crois que cette honte-là, cette peur de la honte, a complètement donné une autre direction à la lecture, qui fait qu'on doit, tout doit être balisé avant même. Lire, simplement, lire parce qu'on a envie de lire, aimer des livres que les gens trouvent complètement nuls, complètement nuls et autres, aussi. Le dire. Je crois que c'est des gens, c'est la bravoure qui commence à nous manquer dans la lecture. Il faudrait retrouver le lecteur brave qui arrive dans une sorte de grande chose de gens intellectuels, disent mais quand même, il y a certains harlequins, c'est pas mal. et non, on est retrouvé chez eux vraiment par hasard. Il y a pire. On croyait que pire, c'est ouvrir une porte et tomber sur une femme nue chez elle. Non, c'est tomber sur son harlequin. C'est la honte totale. Voilà. À propos de lecture, je peux dire quelque chose par... Micro. Ah oui. Ah oui, le micro. Sans micro. Oui, pour rester sur le même thème, et par rapport aux lecteurs, je pense aux pauvres lecteurs du tiers-monde. Tu as cité Cathy Bassine tout à l'heure, donc ça m'a réveillé un peu. Je me rappelle d'une petite anecdote à propos de ça. À l'indépendance de l'Algérie, on avait envoyé des petits sergents comme ça pour recenser les gens qui savaient lire, pour avoir un petit peu, pour faire le constat des choses, disons. Et puis il y avait un petit sergent comme ça devant un village, alors il prenait, les gens du village sont alignés, et puis chacun disait est-ce que tu sais comment tu t'appelles, tel, etc. Est-ce que tu sais lire, oui, quel niveau tu as, CM2, deuxième, CM1, troisième, oui, je sais bien lire, ou plus ou moins, etc. Et le dernier, il lui a dit comment tu t'appelles, tel, fils de tel, etc. Est-ce que tu sais lire? Il lui a dit franchement, je ne sais pas dire, mais j'habitais à côté de l'école. C'est terrible. C'est terrible. J'habitais à côté de l'école, ça lui donnait un niveau d'instruction presque.
Je me d'ailleurs, si tu ne peux pas être riche, sois au moins voisin d'un riche. Oui. Je pense à ces lecteurs-là. Est-ce que maintenant, est-ce que vous vendez des livres là-bas? Est-ce qu'il y a un lectorat? Est-ce qu'il est quantifié? Voilà, c'était ma question. Est-ce que les voisins de l'école achètent des livres? En fait, c'est ça la question. Non, mais au fait, moi, j'ai pris ça pour quelque chose de poignant. C'est pas, et je ne l'ai pas compris comme toi, comme le niveau. Je compris plutôt quelle tristesse d'habiter à côté de l'école sans savoir lire. Ça doit être terrible pour lui. Parce que, naturellement, lire veut dire un débours que ses parents n'ont pas eu. Et chaque jour, vous regardez les autres qui vont lire. La bonne question à propos de comment se fait la lecture en Haïti, quelle est la situation et quel est, par exemple, notre engagement, et dans cela, pour moi, il est total. Et, pardon, Dani, et le prix du livre? Oui, mais je parlais de l'engagement aussi, comment je m'implique dans cette question de renouveler ou d'essayer d'agrandir la bibliothèque en Haïti. C'est quelque chose qui me touche parfaitement. Et je suis lié à une petite bibliothèque. Et si je savais cette question allait être posée, elle m'est très importante, je serais venu avec les photos. Et la bibliothèque du Limbé se trouve dans le nord d'Haïti. Et dans cette bibliothèque, il y a... C'est une toute petite bibliothèque construite par un jeune homme que j'ai rencontré une fois, qui m'a montré 10 livres et qui m'a dit: vous voyez ces 10 livres, Dani? Dani, c'est toi l'écrivain? Est-ce que tu vois ces 10 livres? C'est la bibliothèque de Limbé. Et il allait prendre la maison de son père, que son père lui a légué, et il a fait une bibliothèque. Maintenant, je ne sais pas s'il a 3 000 ou 5 000 livres. Et il a fait rayonner ça tout autour. Et il fait ce qu'on appelle une bibliothèque à cheval. Il m'a envoyé des photos, je voyais des dizaines de chevaux qui traversent la rivière pour aller emmener des livres, faire des journées de bibliothèque. Et on dit des bibliobus, des choses, mais ça se cheval, ça. Mulet, âne, et il faut voir l'appétit, le regard des gens, et les yeux ouverts. Et moi, je suis très intéressé par cela, et surtout par le fait de lire. Parce qu'il y a des gens à l'étranger qui envoient des livres dans leur pays d'origine ou au village, ou que ce soit même aux États-Unis même, c'est pas... mais qui envoient des livres d'intellectuels. Je crois que la première chose, c'est le fait de lire. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est pour ça que moi j'en vois beaucoup des spions. Et les enfants aiment lire. D'ailleurs, quand j'ai envoyé beaucoup de spions dans une bibliothèque, une grande bibliothèque, la directrice m'a dit: je dois les lire pour voir si tout est correct. et la bibliothécaire qui est chargée d'entrer les livres, de mettre elle m'a dit: moi j'ai des problèmes parce que chaque matin les enfants se mettent à la vide et attendent. Et ma fille, elle-même, elle ne cesse pas de me dire le soir: maman, fais plus vite parce que les enfants ils me tirent les cheveux, ils me disent: quand est-ce que ta mère va mettre les livres? Les livres. Donc il faut créer le goût de lire aussi. Il ne faut pas en faire juste uniquement une série de classiques qu'on envoie. Et il faut faire en sorte que les gens lisent et ensuite qu'ils puissent lire ces livres classiques. Il ne faut pas envoyer le bibliothèque privée, d'après moi. Et il faut les mélanger. Et donc je suis très très sensible à cette question. Le prix est coupé en Haïti. Il est coupé, et même les grandes maisons d'édition, par exemple, je me souviens, le livre du retour, quand il y a eu le prix Médicis, Grasset a donné tous ses droits, j'ai donné tous mes droits, et on a fait même une édition haïtienne qui a coûté, à peu près 50 gouttes, c'est l'équivalent d'un $. Donc on fait cela beaucoup, et les éditions haïtiennes aussi le font, qui ne sont pas riches, et ils coupent le prix énormément pour permettre la lecture. Et, vous savez, un livre est lu en Haïti par 8, 9, 10 personnes qui circulent le livre, mais ce goût de lire. Parce qu'on peut bien avoir les livres, si on ne les lit pas, ça ne veut rien dire. Ce goût de lire, je n'ai jamais vu autant quand je vais à Port-au-Prince. On fait une conférence, il y a des gens dans les arbres. Des gens, j'ai dit aux gens, c'était des gens des tournants voyageurs, j'ai dit: regardez pour voir. Et vous ne voyez pas la branche des bouches? Il me dit: c'est quoi? J'ai dit: c'est des gens qui vous écoutent. Ils ne peuvent pas entrer parce que c'est plein. Des gens dans les arbres. Et ça, je crois que cette émotion-là, et si elle n'existe pas,
Et c'est la modalité de l'Ouest. S'il n'y a pas de questions, on va faire une conclusion. Alors, puisque vous avez fait l'introduction, vous nous permettez de faire la conclusion, peut-être? Je pose une autre question. Allez-y. Ouais, je sais qu'on a 2 Haïtiennes ici et j'aimerais bien si il serait possible d'entendre juste une petite conversation en créole, peut-être 2 phrases. Oui, mais quel créole aussi? Haïtien. Ah, C'est haïtien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Dani? Non, on n'a pas parlé, mais il faut dire tout d'abord. Les Haïtiens ont parlé, ils vont avoir brûlé tout l'autre. Un fond de botage dans ce lieu. On est là, il y a tant de nous. Pas où faire, Lolo. Je suis en train, j'ai dit, quand les Haïtiens commencent à parler, on ne peut pas les arrêter. J'ai dit, parlons d'eux. Ils nous mettent là et nous ne sommes pas donnés même pas le verre d'eau. C'est la raison pour laquelle. Est-ce que c'est au côté de l'eau? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Bon, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Je lui ai dit, est-ce que c'est lui qui est venu avec son eau? Il m'a dit oui. Donc voilà. Donc ça, mais c'est bon signe hein, quand on ne vous offre pas assez qu'on vous écoute. Ben écoutez, en votre nom à tous, amis et puis amis de bruit, je vais vous remercier Thierry Membo et Daniela Ferrière de nous avoir fait partager leur rapport à la littérature après la dictature. Merci. Merci à tous.